Lady Arabella Fairfax se tenait à l'entrée de la salle de bal d'Ashford House et sentit le poids de 300 paires d'yeux se tourner vers elle comme des fleurs suivant le soleil, sauf qu'il n'y avait aucune chaleur dans ses regards, seulement une curiosité aiguisée par la soie noire de sa robe de deuil qui tranchait crûment sur la mer de mousseline pastel et de satin au ton de joyaux qui tourbillonnait sur le sol de marbre. Elle n'avait pas voulu venir ce soir, avait supplié sa tante de la laisser rester dans le sanctuaire tranquille de ses appartements, où elle pourrait toucher le secret qui grandissait sous son cœur sans crainte d'être observée. Mais Lady Georgina Tilney avait insisté sur le fait que ce cachet ne ferait qu'alimenter les spéculations. Et la voici donc, sa main gantée reposant brièvement contre son abdomen encore plat, dans un geste protecteur inconscient, avant qu'elle ne se force à l'abaisser et à s'avancer dans le palais étincelant d'excès qui marquait l'apogée de la saison londonienne. La salle de bal resplendissait de la lumière des lustres de cristal qui jetaient des prismes arc-en-ciel sur des parquets si polis qu'ils reflétaient les danseurs comme un étang immobile, et l'or en feuilles brillait sur chaque corniche et moulure, proclamant la richesse de la famille Ashford avec la subtilité d'un coup de trompette. La chaleur de juin rendait l'espace étouffant, malgré les portes-fenêtres ouvertes sur le jardin, et le parfum des roses de serre se mêlait au parfum coûteux, au pétillement sucré du champagne et à l'odeur cireuse de centaines de bougies brûlant dans leurs appliques. Arabella se déplaça dans la foule avec une digne quiétude, répondant aux salutations par de petits hochements de tête, sentant les chuchotements la suivre comme la traîne de sa robe, sachant qu'il parlait de son deuil, et s'étonnait de sa présence ici, si peu de temps après la mort du duc de Thornbury. Si seulement il savait, si seulement il pouvait imaginer qu'elle ne pleurait pas simplement une lointaine connaissance, mais son mari, l'homme qu'elle avait épousé en secret 3 mois plus tôt, alors que sa santé déclinait et que sa famille se serait opposée à l'union, l'homme qui lui avait donné 3 mois de joie inattendue avant que la mort ne le réclame 2 semaines auparavant. Elle toucha de nouveau son abdomen, incapable de s'en empêcher, pensant à l'enfant qu'elle venait tout juste de découvrir qu'elle portait, l'héritier légitime du duché de Thornbury, le fils ou la fille qui ne connaîtrait jamais son père, mais qui porterait son nom et son titre si Arabella pouvait trouver le courage de révéler la vérité de leur mariage. Edmund lui avait fait promettre d'attendre après les funérailles, avait voulu épargner à sa famille le choc de découvrir son mariage au moment même où ils apprenaient sa mort, avait pensé la protéger en lui donnant le temps de se préparer, mais elle avait honoré ses vœux, et maintenant elle se tenait ici en soie noire, tandis que la société chuchotait, s'interrogeait, et n'avait aucune idée qu'elle était la duchesse de Thornbury. Prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où voyagent ces histoires à travers le monde. Merci. De l'autre côté de la salle de bal, près de la table des rafraîchissements où le champagne coulait à flots et où les serviteurs se déplaçaient avec une efficacité bien rodée, Sebastian Wentworth se tenait, un verre serré dans sa main, et observait la femme en noir se déplacer à travers la foule avec une grâce qui lui fit crisper la mâchoire et serrer ses doigts sur le délicat cristal jusqu'à ce qu'il craigne qu'il ne se brise. Il avait les cheveux sombres et les yeux gris de son père, les traits forts des Wentworth qui proclamaient sa lignée aussi clairement que n'importe quel blason, mais il n'avait rien de la légitimité qui aurait dû accompagner ce visage, ni le titre, ni la reconnaissance, ni la place dans la société que son jeune demi-frère Henry hériterait simplement parce que sa mère avait porté une alliance. Sébastien n'était rentré à Londres que 3 jours auparavant, après avoir passé la dernière année à gérer les domaines du Nord, qui ne seraient jamais siens. Il était venu pour les funérailles de son père, et était resté parce qu'il ne pouvait supporter de retourner dans le Northumberland, où chaque champ, chaque fermier et chaque décision profitable qu'il prenait ne faisaient que lui rappeler qu'il était assez bon pour gérer un duché, mais pas pour en hériter.
Il avait aimé son père de la manière compliquée dont on aime un homme qui vous a donné la vie, mais n'a jamais pu vous donner son nom, qui était fier de vos accomplissements, mais ne pouvait vous reconnaître comme son fils d'aucune manière qui comptait. Qui vous a laissé un legs généreux dans son testament, mais rien qui ne puisse effacer la tache de la bâtardise de votre naissance. Et maintenant, en regardant cette femme glisser à travers la salle de bal dans ses coûteux vêtements de deuil, Sébastien sentit la rage monter dans sa poitrine comme la vapeur dans une bouilloire parce qu'il savait qui elle était, s'était renseigné après avoir vu son nom dans les papiers privés de son père, avait appris qu'elle avait visité la demeure londonienne à plusieurs reprises dans les mois précédant la mort d'Edmund, et il savait exactement ce que cela signifiait. C'était une chasseuse de fortune, une intrigante qui avait profité du besoin de compagnie d'un homme mourant et seul, qui lui avait probablement soutiré des cadeaux et des promesses en échange de son joli visage et de sa fausse sympathie, qui avait sans doute ri derrière son éventail de la facilité avec laquelle on pouvait manipuler un vieil homme face à sa mortalité. Le champagne brûla dans la gorge de Sébastien tandis qu'il buvait, les bulles vives et amères. Et il songea à la façon dont son père avait toujours été sensible à un joli visage, comment sa première femme avait été une beauté qui lui en avait fait voir de toutes les couleurs, comment même dans ces derniers mois, Edmund Wentworth avait apparemment été assez sot pour laisser une jeune intrigante le mener par le bout du nez. Sébastien posa son verre avec une force telle que le serviteur à proximité sursauta, et avant qu'il ne puisse y réfléchir, avant que la partie rationnelle de son esprit ne puisse lui conseiller la patience, l'enquête ou même la civilité la plus élémentaire, il traversait à grandes enjambées le parquet de la salle de bal, sa colère pour boussole et son amertume pour guide. La foule s'écarta devant lui, sentant le drame comme les requins sentent le sang dans l'eau, et au moment où il atteignit Arabella Fairfax, l'assemblée tout entière était tombée dans ce silence particulier qui précède le scandale. Elle se tourna à son approche, le visage calme et composé, et pendant un instant, il faillit vaciller, car de près, elle était encore plus belle qu'il ne l'avait imaginé, avec des yeux gris clairs et une bouche faite pour sourire bien qu'elle fût solennelle à présent. Et il y avait quelque chose dans son maintien qui parlait d'un chagrin authentique plutôt que d'une performance. Mais alors il se souvint des derniers mois solitaires de son père, se souvint d'avoir été tenu à distance tandis que des étrangers y avaient accès, se souvint qu'il n'avait même pas su qu'Edmund était mourant jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard, et sa colère se solidifia en quelque chose de froid et de tranchant. « Dites-moi, Miss Fairfax, » dit Sébastien, et sa voix résonna à travers la salle de bal avec une clarté parfaite, portant jusqu'à chaque recoin du vaste espace. « Quel fut le prix de votre compagnie? Quelle babiole avez-vous soutiré à un vieil homme mourant qui aurait dû être laissé en paix? » Il vit son visage se vider de toute couleur, vit sa bouche s'ouvrir comme pour parler, vit ses yeux s'écarquiller de choc et de quelque chose qui ressemblait presque à de la reconnaissance, bien qu'il sût qu'elle ne l'avait jamais rencontré. « Vous, » murmura-t-elle, le mot à peine audible. « Vous ne comprenez pas, je n'ai jamais... » Mais Sébastien était au-delà de l'écoute, au-delà de se soucier de la vérité, alors qu'il avait déjà construit sa propre version des événements et l'avait polie avec des mois de ressentiment. « Je comprends parfaitement. » La coupa-t-il, sa voix dégoulinant du mépris qu'il avait accumulé pendant 28 ans. « Les femmes comme vous tournent autour des hommes comme mon père tels des vautours. Pensiez-vous que personne ne remarquerait vos visites, qu'il n'y aurait pas de compte à rendre? » La salle de bal était devenue absolument silencieuse maintenant. L'orchestre s'éteignant au milieu d'une phrase, les éventails figés en plein battement, 300 membres du beau monde retenant leur souffle collectif en regardant une réputation se faire détruire sous leurs yeux. Quelqu'un dans la foule, une matrone plus âgée au visage de pomme séchée et à la langue de serpent, parla dans le silence avec une fausse sympathie sointant de chaque mot. La pauvre chair, démasquée enfin.
et le murmure qui suivit fut comme un essaim de guêpes commençant à s'agiter. Lady Georgiana Tilney se fraya un chemin à travers la foule, le visage rouge de colère et d'alarme, appelant le nom de Sebastian avec autorité. « Sebastian Wentworth, vous allez cesser cela immédiatement. Vous ne savez rien de ce dont vous parlez. » Mais Sébastien s'avança pour lui bloquer le passage, son corps un mur entre Arabella et sa seule défenseur. « J'en sais assez, » dit-il, sa voix devenue basse maintenant, mais non moins vicieuse pour sa douceur. Je sais qu'elle a manipulé un homme qui méritait mieux dans ses derniers jours. Je sais qu'elle a profité de sa solitude et de sa faiblesse, et je sais que s'il y a une justice en ce monde, la société la verra pour exactement ce qu'elle est. Arabella se tenait figée, une main pressée contre sa gorge, où son pouls battait comme un oiseau piégé, l'autre se déplaçant inconsciemment vers son abdomen où l'enfant d'Edmund reposait, en sécurité et ignorant, et elle ne pouvait parler, ne pouvait se défendre, ne pouvait trouver les mots pour expliquer qu'elle avait été la femme d'Edmund, pas sa maîtresse, qu'elle l'avait aimé sincèrement malgré leur différence d'âge, qu'elle portait l'héritier légitime de Thornbury, et que cet homme, cet étranger qui portait le visage d'Edmund, détruisait toute chance qu'elle aurait pu avoir de le prouver. La salle de bal étincelante et lumineuse s'était transformée en un colisée. Les belles personnes dans leurs vêtements coûteux étaient devenues un public avide de sports sanglants, et elles étaient le sacrifice offert à leur divertissement, et tout autour d'elles, les chuchotements grandissaient comme des épines, s'enroulant autour de sa réputation, de son avenir et de l'héritage de son enfant, et elle sut avec une terrible certitude que peu importe la vérité qu'elle dirait maintenant, peu importe les preuves qu'elle pourrait un jour présenter, ce moment la suivrait pour toujours. Cette accusation tacherait tout ce qu'elle toucherait. Et l'homme responsable se tenait devant elle, avec une juste colère flambant dans des yeux de la nuance exacte de ceux d'Edmund. Et elle le haïssait avec une profondeur de sentiment qui la terrifiait alors même que ses genoux menaçaient de céder, et que l'obscurité grignotait les bords de sa vision, et que quelque part, très loin, elle entendait sa tante l'appeler par son nom. Arabella fuit la salle de bal d'Ashford, avec ce qui restait de sa dignité enroulé autour d'elle comme une armure déjà transpercée, le bras fort de sa tante autour de sa taille étant la seule chose qui la maintenait debout alors qu'elle se frayait un chemin à travers la foule avide qui s'écartait avec une sympathie exagérée tandis que les yeux brillaient de la satisfaction de témoigner d'une chute spectaculaire. Elle atteignit la voiture avant que le premier sanglot ne s'échappe de sa gorge. Un son si rauque et brisé que Lady Georgiana Tilney attira sa nièce contre son épaule et la serra pendant qu'elle se brisait en 1000 morceaux. La voiture s'ébranla, les emportant loin des fenêtres dorées, de la musique et des chuchotements malveillants, et Arabella pleura avec l'abandon de quelqu'un qui a tout perdu, son sang-froid soigneusement entretenu s'effritant comme des châteaux de sable devant la marée. Entre des respirations haletantes, elle pressa ses deux mains contre son abdomen où l'enfant d'Edmund reposait, en sécurité et ignorant, et elle pensa que cette petite vie paierait le prix de sa réputation détruite, serait traitée de bâtarde alors qu'elle était légitime, se verrait refuser son droit d'aînesse parce qu'elle ne pouvait prouver la vérité sans être traitée de menteuse et d'intrigante. Lady Georgiana prit la décision sans consulter sa nièce, dirigeant le cocher vers sa propre demeure de Mayfair plutôt que vers le domaine des Fairfax où résidait la belle-mère d'Arabella. Lady Henrietta, cette femme froide qui n'avait jamais montré à Arabella que du dédain et qui la repousserait sûrement maintenant que le scandale l'avait peinte sous des couleurs si laides. Quand elles arrivèrent, Georgiana aida sa nièce à descendre de la voiture, à monter les marches et à entrer dans une chambre d'amis décorée de bleu et de crème doux, qui aurait dû être paisible, mais qui ressemblait plutôt à une tombe, quand Arabella tira les rideaux contre le soleil de l'après-midi et s'effondra sur le lit, portant encore sa robe de soyer noire qui ressemblait maintenant à un linceul. 3 jours passèrent dans un brouillard de chagrin et de choc. 3 jours pendant lesquels Arabella resta couchée dans la chambre obscurcie, une main toujours posée sur son abdomen encore plat,
un talisman contre la cruauté du monde extérieur. Elle ne pouvait manger la nourriture que sa tante lui apportait, ne pouvait trouver la force de quitter sa chemise de nuit, de se brosser les cheveux ou de faire autre chose que de rester là et de revivre le moment où Sebastian Wentworth l'avait détruite devant tout ce qui comptait dans la société londonienne. Lady Georgiana veillait au chevet du lit, prononçant de doux encouragements qu'Arabella ne pouvait vraiment entendre à travers le rugissement dans ses oreilles, apportant du thé qui refroidissait sans être touché, et des toasts qui durcissaient dans l'assiette. Et elle observait sa nièce avec une alarme croissante, car c'était plus qu'une simple mortification, c'était le genre de désespoir qui pouvait briser complètement une personne si on le laissait s'installer. Le matin du 4e jour, Arabella parla enfin, sa voix creuse comme un puits vide. « Mon enfant sera traité de bâtard à cause de ce qu'il a fait, l'héritier légitime d'un duché étiqueté comme un bâtard, parce que je ne peux prouver la vérité. » Et les mots restèrent en suspens dans l'air comme une confession et une malédiction combinées. Lady Georgiana se pencha en avant, ses mains compétentes prenant les doigts froids d'Arabella dans une poignée ferme, et dit « Raconte-moi tout, mon enfant, raconte-moi toute la vérité et n'omettez rien. » Et c'est ce qu'Arabella fit, l'histoire jaillissant de ses lèvres en un torrent qui avait été endigué trop longtemps. Elle raconta sa rencontre avec Edmund Wentworth lors d'une petite réception 6 mois avant sa mort, comment elle s'était attendue à un vieil homme diminué par la maladie, mais avait trouvé à la place quelqu'un avec un esprit vif et des yeux bienveillants, qui la regardait comme si elle était une personne plutôt qu'un joli ornement. Comment leur amitié s'était approfondie au fil des promenades dans le parc, des après-midi à prendre le thé et des conversations qui allaient de la poésie à la politique, en passant par la solitude particulière d'être incompris par le monde. Elle raconta la demande en mariage d'Edmund, offerte avec des mains tremblantes et un humble espoir. Comment il avait dit qu'il savait qu'il était égoïste de demander à une jeune femme de se lier à un homme mourant, mais qu'il voulait lui offrir la protection qu'il pouvait, voulait la voir établie et en sécurité avant de quitter ce monde, et plus que cela, voulait connaître la joie de l'appeler sa femme, ne serait-ce que pour un court instant. Elle raconta leur mariage secret dans une petite église avec seulement le vicaire et 2 témoins présents. L'explication d'Edmund selon laquelle il voulait attendre après sa mort pour l'annoncer afin que sa famille ne se sente pas choquée ou trahie pendant ces derniers mois, comment il lui avait fait promettre d'honorer ses souhaits, même si elle avait soutenu que le secret rendrait tout plus difficile. Elle raconta sa mort d'il y a 2 semaines, comment elle lui avait tenu la main alors qu'il s'éteignait avec un sourire sur son visage, les funérailles où elle s'était tenue à l'arrière parce qu'elle n'avait aucun droit reconnu de le pleurer publiquement, et enfin, la voix brisée. Elle raconta la découverte de sa grossesse il y a quelques jours seulement, la joie et la terreur qui l'avaient remplie à parts égales, parce que l'enfant d'Edmund signifiait espoir et continuation, mais aussi vulnérabilité et risque. Edmund m'a fait promettre d'attendre après les funérailles, dit Arabella, des larmes coulant sur son visage pâle. Il voulait épargner sa famille, voulait que la transition soit douce. J'ai honoré ses vœux, et maintenant je suis détruite pour cela, détruite par son propre fils qui pense que je suis une chasseuse de fortune, alors que je suis en réalité la femme de son père. Lady Georgiana absorba tout cela avec le calme constant d'une femme qui avait navigué dans les eaux dangereuses de la société pendant 3 décennies. Puis elle se leva, se rendit à son bureau et rédigea une note rapide. Moins d'1 heure plus tard, l'avoué d'Edmund, M. Thomas Dashwood, était introduit dans son bureau privé, une pièce lambrissée remplie de livres, où l'odeur des reliures en cuir et du vieux papier procurait un étrange réconfort. M. Dashwood était âgé, avec un visage bienveillant plissé par des années passées à être témoin du meilleur et du pire de la nature humaine, et il portait une mallette en cuir qu'il posa sur le bureau avec des mains qui tremblaient légèrement, que ce soit à cause de l'âge ou de l'émotion. Arabella ne pouvait le dire. Il s'attendait à cette convocation, dit-il calmement.
Il savait que Lady Arabella aurait finalement besoin des documents que le duc avait confiés à sa garde, et avec des mouvements révérencieux, il retira des documents de la mallette et les étala sur la surface en bois poli. Il y avait le certificat de mariage, officiel, légal et estampillé de tous les sceaux appropriés. Il y avait des lettres de la propre main audacieuse d'Edmund. Il y avait une déclaration signée par le vicaire qui avait célébré la cérémonie. Et il y avait une lettre adressée à Arabella, de l'écriture d'Edmund, que M. Dashwood manipulait comme si elle était faite de verre filé. Qu'il soit su que moi, Edmund Wentworth, duc de Thornbury, saint d'esprit et de propos clairs, ai légalement épousé Lady Arabella Fairfax le 15 mars 1847, lut M. Dashwood à haute voix. Sa voix ferme, malgré le tremblement de ses mains. Cette union n'était pas la folie de la maladie, mais la joie d'un cœur qui se croyait au-delà d'un tel bonheur. Elle a apporté de la lumière à mes derniers mois, et je vais à mon repos content de savoir que j'ai assuré son avenir, que nul homme ne remette en question la légitimité de ce mariage ou ne jette l'opprobre sur le caractère de mon épouse bien-aimée qui m'a honoré en acceptant ma main. Arabella écouta les mots d'Edmund et pleura de nouveau, car il avait pensé la protéger, avait cru que ses préparatifs minutieux la mettraient à l'abri du doute et des difficultés, n'avait aucune idée que son fils illégitime frapperait avant même qu'elle ne puisse présenter sa cause. « Il pensait me protéger, » dit-elle d'une voix brisée. Il n'avait aucune idée que son propre fils me détruirait avant que j'aie eu la chance de prouver la vérité. L'expression de M. Dashwood devint grave, et il croisa les mains sur le bureau. « Je dois vous dire quelque chose qui vous affligera davantage, votre grâce. » Et il utilisa son titre délibérément, comme pour lui rappeler ce qu'elle avait tout à fait le droit de réclamer légalement. Sebastian Wentworth a déposé une contestation juridique il y a 3 jours, le lendemain même de l'incident au bal, affirmant que même si un certificat de mariage existe, il a dû être obtenu par un abus d'influence sur un vieil homme malade. Il exige une enquête complète avant que toute réclamation d'héritage ne soit reconnue, et il a un soutien considérable parmi certains membres de la pairie qui trouvent pratique de croire à sa version des faits. Les mots frappèrent Arabella comme des coups physiques, et elle se leva de sa chaise et commença à arpenter le bureau comme un animal en cage, la fureur montant à travers le brouillard du chagrin et lui donnant une force qu'elle ne savait pas posséder. « Il me détruit en public puis s'assure que je ne peux me défendre en privé, » dit-elle, sa voix tremblant de rage. Quelle sorte d'homme peut être si cruel, si déterminé à ruiner quelqu'un qu'il ne connaît même pas? M. Dashwood la regarda avec une triste compréhension. Sebastian Wentworth a vécu toute sa vie comme le fils capable privé de son droit d'aînesse par l'accident de sa naissance. Il a géré brillamment les domaines du Nord, a servi son père loyalement, et n'a reçu que de la gratitude là où il méritait un titre. Je n'excuse pas ses actions, mais je comprends son amertume. Il vous voit comme quelqu'un qui a manipulé son père pour le gain et, dans sa logique tordue, il croit protéger la mémoire d'Edmund en vous démasquant. Lady Georgiana parla alors, sa voix coupant la détresse d'Arabella avec une netteté pratique. Le comprendre ne nous aide pas. Nous avons besoin d'un plan. Quand commencerez-vous à montrer l'enfant? Arabella cessa d'arpenter et toucha son abdomen. La sage-femme a dit peut-être encore 3 mois avant que cela ne devienne évident. 4 si j'ai de la chance et que je porte les bons vêtements. Mais qu'importe quand aucun tribunal ne me croira, quand Sébastien a déjà empoisonné tout le monde contre moi. M. Dashwood se pencha en avant, son expression profondément troublée. C'est précisément le problème, votre grâce. Si vous vous présentez maintenant, dans le sillage immédiat du scandale, aucun magistrat ou père ne croira que vous dites la vérité. Ils supposeront que vous avez fabriqué des preuves pour sauver votre réputation, ou pire, que vous tentez de faire passer l'enfant d'un autre homme pour l'héritier légitime du duc. Vous avez besoin de temps pour que le scandale s'estompe, de temps pour rassembler des témoins qui peuvent témoigner de l'état d'esprit du duc lorsqu'il vous a épousé, de temps
pour construire un dossier irréfutable. Mais le temps est ce que je n'ai pas, dit Arabella, sa main toujours pressée contre son ventre. J'ai 3, peut-être 4 mois avant que mon état ne devienne visible, et une fois que la société verra que je suis enceinte tout en prétendant être une veuve mariée en secret. Ils me traiteront de menteuse et de prostituée, et mon bébé sera étiqueté comme un bâtard, peu importe les preuves que je présenterai. La pièce tomba dans le silence, à l'exception du bruit de la pluie qui commençait à strier les fenêtres, le temps estival de Londres aussi changeant que la fortune. Et tous les 3 étaient assis dans ce sanctuaire lambrissé, entourés de livres, de documents et de choix impossibles. Et l'atmosphère était lourde de pertes, de peur et du poids oppressant d'options limitées. À l'extérieur du bureau, les voitures passaient en cliquetant, transportant les gens vers leurs vies ordinaires, les marchands de fleurs criaient leurs marchandises, la ville continuait son rythme implacable. Mais à l'intérieur de cette pièce, le monde d'Arabella s'était contracté en une seule terrible question, sans bonne réponse. Comment pouvait-elle prouver son mariage et protéger son enfant quand l'homme qui aurait dû être son allié était devenu son destructeur, quand le Temps était à la fois son ennemi et son seul espoir, quand chaque chemin à suivre menait à travers un dédale d'incrédulité et de condamnation. Lady Georgiana rompit enfin le silence. « Nous devons être intelligentes à ce sujet. La rage ne vous servira pas, ma chère. La stratégie le fera. Nous avons les preuves, nous avons la vérité et nous avons un peu de temps. Nous devons utiliser les 3 à bon escient et nous devons être prêtes à ce que Sebastian Wentworth nous combatte à chaque tournant, car il croit être dans son droit et il n'y a rien de plus dangereux qu'un homme qui pense que sa cruauté est justifiée. » Arabella se laissa retomber dans sa chaise, épuisée par l'émotion, le poids de l'enfant qu'elle portait et l'ampleur de la bataille à venir. Elle regarda les documents étalés sur le bureau, l'écriture soignée d'Edmond proclamant son amour et son engagement légal, des preuves qui auraient dû être inattaquables, mais qui semblaient maintenant aussi fragiles que du papier dans un incendie. Et elle pensa à son bébé qui hériterait d'un duché, ou serait étiqueté comme un bâtard, selon des choix qu'elle n'avait pas encore compris comment faire. Et quelque part à Londres, Sebastian Wentworth était assis dans son propre bureau, croyant avoir porté un coup pour la justice alors qu'il avait en réalité détruit une femme innocente et mis en danger son propre frère ou sa propre sœur à naître. Et la cruauté de tout cela, la terrible ironie que le plus grand ennemi de l'héritier légitime soit le fils bâtard qui aurait dû comprendre mieux que quiconque la douleur d'être privé de son droit d'aînesse, était presque plus qu'elle ne pouvait supporter. 6 semaines après le bal qui avait détruit sa réputation, Arabella se promenait dans les jardins privés du domaine de Lady Georgiana dans le Somerset, son châle serré autour de ses épaules qui s'étaient amincies à cause de l'inquiétude et du chagrin, bien que sa taille ait commencé à s'épaissir avec la vie qui grandissait en elle. Un rappel constant à la fois d'espoir et d'urgence qui donnait à chaque jour l'impression que le sable s'écoulait d'un sablier qu'elle ne pouvait retourner. La campagne offrait une paix que Londres ne pourrait jamais fournir, une distance par rapport aux chuchotements, aux regards insistants et aux rebuffades qui l'avaient suivi à travers Mayfair comme un nuage empoisonné. Ici, parmi les roses et la lavande, elle pouvait respirer sans sentir le jugement de la société pressée contre ses côtes, pouvait poser sa main sur son abdomen sans crainte d'être observée, pouvait sentir les mouvements rapides de l'enfant d'Edmond et s'autoriser de brefs moments de joie non entachés de terreur. Elle avait commencé à montrer sa grossesse malgré sa silhouette naturellement mince. Les changements assez subtils pour que des robes de matin amples et des châles soigneusement drapés les dissimulent à une observation fortuite, mais elle savait que le temps lui était compté, savait que dans 1 mois ou 2, aucune coupe astucieuse ne pourrait cacher son état. Et alors le scandale que Sebastian Wentworth avait allumé deviendrait un enfer qui consumerait tout ce qui lui restait. L'air du matin était frais et humide,
avec une brume qui s'accrochait au sol comme de la fumée, et Arabella suivit le sentier qui serpentait à travers les jardins à la française et pénétrait dans les bois au-delà, où des chênes centenaires montaient la garde et le chemin cavalier traversait le domaine en direction des propriétés voisines. Elle ne pensait à rien en particulier, profitant simplement du silence et de la paix verdoyante de la campagne. Quand elle entendit le hennissement angoissé d'un cheval suivi d'un bruit sourd qui lui glaça le sang, elle ramassa ses jupes et courut vers le son, le cœur battant d'alarme, et quand elle contourna le virage du sentier, elle trouva un grand hongre bail debout, sans cavalier, les yeux fous et les flancs haletants, et sur le sol, un homme gisait immobile, ses cheveux sombres emmêlés de sang provenant d'une entaille sur sa tempe, où il avait heurté une bûche tombée ou peut-être une pierre en tombant. Arabella s'agenouilla à côté de lui avec une efficacité bien rodée, son père ayant été un gentleman de la campagne qui croyait que ses filles devaient savoir comment gérer les urgences, et elle vérifia sa respiration et son pouls et trouva les deux. Bien que l'homme restât inconscient et que le flux de sang de sa blessure à la tête fût alarmant par son abondance. Elle attrapa son mouchoir pour le presser contre la blessure, ses mains fermes malgré son cœur battant la chamade. Et ce n'est que lorsqu'elle inclina son visage vers elle pour mieux évaluer les dégâts que la reconnaissance la frappa comme un coup physique. Sebastian Wentworth, l'homme qui avait détruit sa réputation, contesté son mariage, et s'était assuré qu'elle ne pourrait revendiquer sa juste place de veuve d'Edmund, gisait impuissant devant elle, vulnérable et saignant, et complètement à sa merci. Et pendant un terrible instant, Arabella sentit la tentation de simplement s'en aller, de le laisser là où il était tombé, de laisser le destin ou la fortune ou la justice divine décider s'il vivrait ou mourrait. Elle recula même d'un pas, sa main allant à sa gorge tandis que l'horreur et une satisfaction vindicative se livraient en bataille dans sa poitrine, car c'était sûrement une sorte de châtiment cosmique, sûrement l'univers lui offrait une chance de rééquilibrer la balance en ne faisant rien, en tournant simplement les talons et en retournant à la maison en prétendant qu'elle ne l'avait jamais vue. Mais alors même que la pensée se formait, sa conscience se rebella contre elle, car quoi qu'elle puisse être d'autre, quoi que la société puisse penser d'elle, elle n'était pas quelqu'un qui pouvait laisser un autre être humain mourir dans la poussière, peu importe le mal qu'il lui avait fait. Avec un son qui était à moitié sanglot et à moitié juron, elle se laissa retomber à genoux à côté de Sébastien et pressa son mouchoir contre sa blessure avec des mains tremblantes. Il gémit sous la pression, ses paupières papillonnant mais ne s'ouvrant pas, et Arabella lui parla de la voix ferme qu'elle avait entendu les médecins utiliser avec les hommes blessés. « Monsieur Wentworth, m'entendez-vous? Vous devez vous réveiller. Vous avez été jeté de votre cheval et vous êtes blessé. » Ses yeux s'ouvrirent lentement, flous et confus, gris comme des nuages d'orage, et exactement comme ceux d'Edmund, et il la fixa, sans la reconnaître, ce qui n'était guère surprenant, étant donné qu'il ne l'avait vue qu'une seule fois dans la lumière dorée de la salle de bal, et qu'elle portait maintenant une simple robe de campagne. Ses cheveux relevés en un chignon pratique et sans bijoux ni tissu fin pour la distinguer d'autre chose qu'une servante ou une dame de compagnie. « Pouvez-vous vous tenir debout ?» demanda-t-elle. « Nous devons vous mettre à l'abri. Il y a un pavillon de chasse non loin d'ici, plus près que la maison principale. Pouvez-vous marcher si je vous aide ?» Sébastien cligna des yeux, luttant pour faire le point, et marmonna quelque chose à propos de son cheval, de la nécessité de poursuivre son voyage. Mais Arabella coupa court à ses protestations avec une autorité tranchante. « Votre cheval va bien, mais pas vous. Vous avez une blessure à la tête, et vous avez besoin d'un abri et de soins médicaux. Maintenant, mettez votre bras autour de mes épaules et essayez de vous lever. » Le mettre debout fut une lutte qui les laissa tous deux essoufflés, le poids de Sébastien lourd contre son flanc, et Arabella sentit la tension dans son dos et ses jambes, sentit la petite vie dans son ventre protester contre l'effort.
et elle pria pour qu'il soit trop étourdi pour remarquer la légère rondeur de sa silhouette sous sa robe ample, alors qu'ils titubaient ensemble le long du sentier vers le petit pavillon de pierre qui se dressait à l'orée des bois. Il marmonna pendant qu'il marchait des fragments de phrases qui avaient peu de sens, quelque chose à propos d'être en retard, de domaines qui avaient besoin d'être gérés, de son père qui n'avait jamais compris. Et Arabella serra les dents et se concentra pour les maintenir tous deux debout jusqu'à ce qu'ils atteignent la porte du pavillon et qu'elle puisse le manœuvrer à l'intérieur jusqu'au grand lit qui dominait la pièce unique. Le pavillon était rustique mais confortable, utilisé par le défunt mari de Lady Georgiana pour les parties de chasse, avec une cheminée en pierre, des meubles simples et des provisions tenues en stock pour des urgences exactement comme celle-ci. Arabella aida Sébastien à s'allonger sur le lit, puis s'attela à faire un feu, car la matinée était froide, et il aurait besoin de chaleur. Et une fois les flammes crépitantes, elle fit chauffer de l'eau, trouva des linges propres et entreprit de nettoyer et panser correctement sa blessure à la tête pendant qu'il dérivait entre conscience et inconscience. Cette première nuit, il délira de douleur et de confusion, marmonnant des mots qui transpercèrent Arabella jusqu'au cœur même alors qu'elle le soignait de ses mains douces. « Père ne m'a jamais regardé comme il regardait Henry, » dit Sébastien, les yeux fermés et le visage pâle contre l'oreiller. « Fils légitime, toujours le fils légitime, j'étais assez bon pour gérer ses terres, mais pas pour porter son nom, pas assez bon pour être reconnu comme son héritier. » Arabella essora le linge qu'elle utilisait pour faire baisser sa fièvre et murmura pour elle-même. « Et ainsi vous avez blessé une autre personne privée de sa place légitime. Nous ne sommes pas si différents, vous et moi. » Mais il ne l'entendit pas, perdu dans sa propre douleur et ses souvenirs. La pluie se mit à tomber à la tombée de la nuit, d'abord un crépitement, puis un déluge qui fouetta les fenêtres et transforma le monde extérieur en un flou gris, et Arabella réalisa avec un cœur lourd qu'elle était piégée ici, la tempête trop violente pour risquer de retourner à pied à la maison principale, les routes que Sébastien avait empruntées se transformant déjà en boue qui serait impraticable le matin. Elle s'installa dans le fauteuil près du feu et regarda l'homme qui avait détruit sa réputation dormir d'un sommeil agité sur le lit, et elle se demanda quel cruel coup du sort les avait réunis ainsi, le chasseur et la proie inversés, la victime soignant le bourreau, tout l'ordre naturel bouleversé. Le deuxième jour, Sébastien était plus lucide bien que toujours faible, et il accepta le bouillon qu'elle lui apporta et lui permit de changer ses bandages sans protester. Et quand il lui demanda qui elle était, Arabella lui dit simplement qu'elle était Miss Fairfax, dame de compagnie de Lady Georgiana, ce qui était assez vrai même si cela omettait certains détails cruciaux comme le fait qu'elle était en réalité la duchesse de Thornbury et qu'il l'avait publiquement accusée d'être une chasseuse de fortune intrigante. La tempête continuait à l'extérieur, la pluie tambourinant sur le toit et le vent hurlant à travers les arbres, et l'intimité forcée du petit espace rendait la conversation inévitable. Sébastien parla plus librement qu'il ne l'aurait fait s'il avait su qui elle était, sa garde baissée dans son état affaibli, et Arabella écouta malgré elle alors qu'il révélait l'architecture de sa douleur. « Mon père a eu des visiteurs dans ces derniers mois, » dit-il, fixant le plafond. « Une jeune femme. Tout le monde a supposé. J'ai supposé le pire. J'aurais dû lui demander. J'aurais dû lui faire confiance. Mais j'étais en colère. Je suis toujours en colère. » Arabella garda sa voix soigneusement neutre en demandant « Peut-être que votre colère vous aveugle à la vérité. » Sébastien tourna la tête pour la regarder, ses yeux gris vifs malgré sa blessure. « Peut-être que la vérité est ce qui laisse le moins de douleur derrière soi. C'est pourquoi les gens choisissent la version qui confirme ce qu'ils croient déjà. Je croyais que mon père était manipulé, parce que c'était plus facile que de croire qu'il aurait pu trouver un bonheur qui ne m'incluait pas. » Les mots restèrent en suspens dans l'air entre eux, honnêtes et brutes,
et Arabella sentit sa certitude vaciller, car ce n'était pas la voix d'un homme cruel, mais celle d'un homme blessé. Pas un scélérat, mais une victime de circonstances indépendantes de sa volonté. Et elle se surprit à sympathiser malgré la rage qu'elle avait nourrie pendant 6 semaines. Le 3e jour se leva clair, la tempête s'étant calmée pendant la nuit, et une pâle lumière du soleil se déversa à travers les fenêtres, illuminant des grains de poussière qui dansaient dans les rayons dorés. Sébastien se réveilla avec des yeux plus clairs et une concentration plus stable, et Arabella sut que le moment de la révélation était arrivé, avant même qu'il ne tourne la tête pour la regarder correctement. Elle vit ses yeux parcourir son visage, les vit se plisser, alors que la familiarité chatouillait les bords de sa mémoire, les vit s'écarquiller alors que la pleine reconnaissance déferlait sur lui comme une vague. « Vous, » dit-il, se redressant si vite qu'il chancela de vertige. « Vous êtes elle, la femme du bal, la femme que j'ai... » Et il s'interrompit, l'horreur naissante dans son expression alors que toutes les implications prenaient place. Arabella se leva et se dirigea vers la porte, le menton levé en signe de défi, même si ses mains tremblaient. « Oui. Après ce que vous m'avez fait, je vous suggère de vous souvenir de ce moment, Monsieur Wentworth. La prochaine fois que vous déciderez de détruire quelqu'un sur la base de suppositions. » Sébastien se mit debout, chancelant dangereusement, une main pressée contre sa tête bandée. « Attendez, s'il vous plaît, laissez-moi. J'ai besoin de comprendre. Étiez-vous la maîtresse de mon père? » La question fut posée avec moins de venin qu'elle ne s'y attendait. La confusion et une honte naissante remplaçant la juste colère dont elle se souvenait de la salle de bal, mais elle la blessa tout de même profondément, et la voix d'Arabella se brisa de rage et de chagrin réprimé, tandis qu'elle répondait. « J'étais la femme de votre père. » Les mots tombèrent dans la pièce ensoleillée comme des pierres dans une eau calme, créant des ondulations qui s'étendirent, et Sébastien la fixa, la bouche ouverte et le visage se vidant du peu de couleur que les 3 derniers jours avaient restauré. Elle pouvait le voir analyser les implications, pouvait regarder la compréhension, l'horreur et un terrible regret se chasser mutuellement sur ses traits. Le silence s'étira entre eux, lourde de révélations, et à travers les fenêtres, la lumière du matin se déversait, comme pour illuminer enfin la vérité. Quelque part à l'extérieur, un oiseau se mit à chanter, inconscient du drame humain qui se déroulait dans le pavillon de chasse, et Arabella se tenait, le dos à la porte, sa main reposant inconsciemment sur le léger gonflement de son abdomen où grandissait le frère ou la sœur légitime de Sébastien, l'héritier qu'il avait essayé de renier avant même sa naissance, et elle attendit de voir ce qu'il ferait de cette connaissance qui changeait tout. Sébastien retourna à Londres depuis le Somerset dans un état de tourmente qui fit passer le voyage dans un flou de campagne strié de pluie et de pensées tourbillonnantes, car la révélation qu'Arabella Fairfax n'était pas la maîtresse de son père, mais sa femme, avait brisé toutes les suppositions sur lesquelles il avait bâti sa juste colère, et l'avait laissé contempler un abîme de sa propre création, où le monstre n'était pas une chasseuse de fortune intrigante, mais lui-même. Il se rendit directement à son bureau et sortit tous les documents relatifs à la succession de son père, les étalant sur le bureau en acajou avec des mains qui tremblaient légèrement, cherchant des preuves qu'il avait été trop en colère pour chercher auparavant, trop certain de son propre récit pour se demander s'il pouvait être faux. Le certificat de mariage existait dans les dossiers de l'avoué, légal et dûment attesté, daté de 3 mois avant la mort d'Edmund. Alors que son père était encore lucide et capable malgré son corps défaillant, et Sébastien fixa les signatures et les sceaux et se sentit mal, car ce n'était pas une coercition sur un lit de mort, c'était un choix délibéré fait par un homme qui savait exactement ce qu'il faisait. Il trouva aussi des lettres, une correspondance entre Edmund et M. Dashwood discutant du contrat de mariage, des instructions sur la manière dont Arabella devrait être pourvue après sa mort,
des mots qui parlaient d'affection et de planification minutieuse plutôt que de manipulation ou d'abus d'influence. Sébastien arpenta son bureau tandis que l'après-midi cédait la place au soir, ramassant des documents et les reposant, passant ses mains dans ses cheveux sombres jusqu'à ce qu'ils se dressent sur sa tête. Et finalement, il s'arrêta devant la fenêtre, où son reflet le fixait avec les yeux gris et les traits forts de son père, le visage des Wentworth qui n'avait jamais suffi à le rendre légitime, et il murmura « Qu'ai-je fait ?» dans l'obscurité grandissante. Il avait détruit une femme innocente sur la base de la jalousie et de l'amertume, l'avait publiquement traitée de chasseuse de fortune, alors qu'elle était en réalité la duchesse de Thornbury, avait engagé des poursuites judiciaires pour l'empêcher de réclamer ce qui lui revenait de droit, et pire que tout, il l'avait fait en se croyant dans son droit, avait enveloppé sa cruauté dans le manteau de la protection de la mémoire de son père, alors qu'en réalité, il ne protégeait rien d'autre que son propre orgueil blessé. Le poids de tout cela l'écrasa, rendit sa respiration difficile. Et pour la première fois depuis son enfance, Sébastien sentit des larmes lui piquer les yeux, car il était devenu exactement ce qu'il méprisait le plus, quelqu'un qui utilisait le pouvoir pour blesser les sans pouvoir, quelqu'un qui laissait la douleur le rendre cruel. 3 jours après le début de son enquête, une lettre arriva d'une matrone de la société qu'il connaissait à peine, le genre de ragot malveillant enveloppé d'une fausse inquiétude qui rendait les salons de Londres si venimeux, et elle écrivait pour l'informer que Lady Henrietta Fairfax avait répandu les rumeurs les plus intéressantes sur sa belle-fille, affirmant qu'Arabella devait être enceinte d'une liaison illicite, et que c'était pour cela qu'elle avait fui à la campagne. Que la jeune fille essayait probablement de trouver un moyen de faire passer un bâtard pour légitime, et que les gens honnêtes devaient être prévenus. Sébastien lut la lettre 2 fois, son estomac se nouant, car si Arabella était enceinte, alors l'enfant serait l'héritier légitime de son père, serait son propre demi-frère ou sa propre demi-sœur, serait le véritable duc ou la véritable duchesse de Thornbury, et non Henry qui se préparait à assumer le titre. Et Sébastien réalisa avec une horreur naissante que ses actions pourraient condamner un enfant innocente exactement au sort qu'il avait lui-même subi. Bâtarde de fait, sinon de nom, privé de son droit d'aînesse, grandissant en sachant qu'il n'était pas tout à fait à la hauteur. La pensée était insupportable, intolérable, et Sébastien prit sa décision à ce moment-là. Debout dans son bureau avec la lettre vicieuse encore à la main. Il allait réparer cela, il allait arranger les choses, il allait s'assurer qu'aucun enfant ne paierait le prix de ses erreurs, même si cela signifiait admettre publiquement son erreur et défendre la cause d'un frère ou d'une sœur qui hériterait de tout ce qu'il avait toujours voulu. Il écrivit à Lady Georgiana pour demander une rencontre formelle, fit le voyage de retour vers le Somerset dans la semaine, et quand il arriva au domaine et envoya sa carte, il s'attendait à moitié à être renvoyé, n'aurait pas blâmé Arabella si elle avait refusé de le voir, mais après une longue attente, un laquais revint et le conduisit au salon où la lumière du soleil d'automne se déversait à travers de hautes fenêtres, donnant sur des jardins où les feuilles avaient viré à l'or et à l'ambre. Lady Georgiana était là, royale et vigilante dans un fauteuil tapissé de soie crème, et après un moment, Arabella entra, vêtue d'une robe de matin ample d'un bleu doux qui ne pouvait cacher le gonflement de sa grossesse maintenant que Sébastien savait où regarder, et ses yeux tombèrent sur son abdomen et son visage se vida de toute couleur, car la preuve de l'enfant de son père était indubitable et la réalité de ce qu'il avait failli détruire le frappa comme un coup physique. Demanda-t-il, sa voix rauque et à peine plus qu'un murmure, mais il ne put terminer la question. Arabella leva le menton avec la dignité qu'il avait vue dans le pavillon de chasse, la même force tranquille qui l'avait poussé à soigner ses blessures, alors qu'elle avait tout à fait le droit de le laisser saigner dans la poussière, et elle dit « L'enfant de votre père, l'héritier légitime de Thornbury. » « Oui. »
Les jambes de Sébastien cédèrent, et il s'effondra dans le fauteuil le plus proche, comme si ses ficelles avaient été coupées, enfouissant son visage dans ses mains, tandis que tout le poids de ce qu'il avait fait déferlait sur lui en vagues qui menaçaient de le noyer, car il avait essayé de priver son propre frère ou sa propre sœur de son droit d'aînesse, avait attaqué une veuve enceinte, était devenu la chose même qu'il haïssait le plus dans un monde qui lui avait refusé sa place. Lady Georgiana l'observa avec des yeux qui ne manquaient rien, son expression sévère mais pas entièrement dénuée de compassion, et après un long moment, elle dit « Vous souhaitiez nous parler, Monsieur Wentworth. Je vous suggère de commencer. » Sébastien releva la tête. Son visage ravagé par une émotion qu'il n'essayait plus de cacher, et il regarda Arabella avec des yeux qui contenaient un remords sincère. « Je vous dois des excuses que les mots ne peuvent exprimer adéquatement, » dit-il, sa voix rude de honte. « J'ai détruit votre réputation sur la base de suppositions, de jalousie et de mes propres blessures. J'avais tort sur vous, tort sur tout, et j'ai passé ces dernières semaines à découvrir à quel point j'ai manqué à la fois à vous et à la mémoire de mon père. » Arabella resta debout, sa main reposant protectricement sur son ventre arrondi, et sa voix était froide comme le givre de l'hiver lorsqu'elle répondit « Des excuses ne restaurent pas ce que vous m'avez pris, Monsieur Wentworth. Elles n'annulent pas le scandale. Ne reconstruisent pas ma réputation, ni n'effacent la terreur que j'ai ressentie en sachant que mon enfant pourrait être étiqueté comme un bâtard à cause de vos accusations. » « Non, » acquiesça Sébastien, la regardant droit dans les yeux, malgré la douleur que cela lui coûtait. « Elles ne le font pas, mais peut-être que des actions pourraient commencer à réparer les torts. » Lady Georgiana se pencha en avant. « Quelle sorte d'action proposez-vous » Sébastien prit une profonde inspiration et fit son offre, celle qu'il avait répétée pendant le voyage depuis Londres, mais qui semblait inadéquate maintenant face à la colère justifiée d'Arabella. « Je reconnaîtrai publiquement mon erreur. Je témoignerai de la légitimité du mariage. Je m'assurerai que votre enfant soit reconnu comme l'héritier légitime. J'utiliserai toute l'influence que j'ai pour restaurer votre réputation et assurer votre position de duchesse de Thornbury. » Arabella le fixa avec une suspicion évidente dans ses yeux gris. « Pourquoi » demanda-t-elle. « Pourquoi feriez-vous cela? Vous vous êtes battu contre ma revendication, avez engagé des poursuites judiciaires, semé le doute sur la validité du mariage. Qu'est-ce qui a changé? » La voix de Sébastien se brisa en répondant « Parce que j'ai vécu toute ma vie comme le fils bâtard, privé de mon droit d'aînesse sans aucune faute de ma part. Je ne condamnerai pas un enfant innocent à un sort similaire, surtout pas mon propre frère ou ma propre sœur. Je ne laisserai pas mes erreurs empoisonner une autre génération. » Les mots restèrent en suspens dans le salon ensoleillé, honnête et brut. Et Arabella l'étudia un long moment avant de se diriger vers le bureau et de retirer les documents que M. Dashwood avait laissés à sa garde. Le certificat de mariage, les déclarations des témoins et, surtout, les lettres qu'Edmund avait écrites expliquant son mariage et sa joie. Elle les tendit à Sébastien sans commentaire et le regarda lire, ses mains tremblant tandis qu'il absorbait les mots de son père, écrits dans cette écriture audacieuse familière. « En Arabella, j'ai trouvé ce que je croyais perdu pour moi, » avait écrit Edmund. « La joie, la compagnie, une raison d'accueillir chaque matin avec allégresse plutôt que par simple devoir. Que nul homme ne dise que l'amour n'appartient qu'aux jeunes. Mon cœur, que je pensais flétri au-delà de toute renaissance, a fleuri une fois de plus. » Sébastien lut le passage à haute voix sans le vouloir, sa voix épaisse d'émotion, et quand il eut fini, il resta assis dans son bain de soleil doré et sentit quelque chose se briser en lui, une carapace dure d'amertume et de ressentiment qui avait enfermé son cœur pendant 28 ans, car son père avait été heureux dans ces derniers mois,
avait trouvé l'amour, le réconfort et la joie. Et Sébastien avait été si consumé par sa propre douleur qu'il était resté à l'écart, avait laissé la colère le tenir éloigné d'Edmund, s'était refusé la chance de connaître son père dans ces dernières semaines précieuses. Des larmes strièrent son visage, les premières qu'il avait pleurées depuis son enfance, et il n'essaya pas de les cacher ou de les essuyer. Arabella le regarda avec une expression qui contenait une colère résiduelle, mais aussi quelque chose de plus doux, une compassion involontaire peut-être, et elle parla doucement dans son chagrin. « Il parlait de vous, vous savez, dans ces dernières semaines. Il regrettait que vous vous soyez éloigné. Il aurait souhaité avoir trouvé un moyen de vous reconnaître comme il se doit. » Sébastien leva brusquement les yeux, l'espoir et la douleur se livrant bataille sur son visage. « Il parlait de moi ?»« Souvent, » confirma Arabella, se déplaçant pour s'asseoir en face de lui. « Avec fierté pour vos capacités et tristesse pour les circonstances de votre naissance. Il vous aimait, Sébastien, même s'il n'a jamais pu le dire comme vous aviez besoin de l'entendre. Il m'a dit que vous étiez le plus capable de ses enfants, que vous aviez fait quelque chose de remarquable de vous-même malgré tous les désavantages, qu'il souhaitait que les règles de la société lui permettent de vous revendiquer comme vous le méritiez. Les mots étaient un cadeau que Sébastien ne s'était jamais attendu à recevoir, une validation d'outre-tombe, et de nouvelles larmes coulèrent sur ses joues tandis qu'il les absorbait, tandis qu'il se laissait ressentir le chagrin qu'il ne s'était jamais vraiment permis pour un père qui l'avait aimé imparfaitement, mais sincèrement. À l'extérieur des fenêtres du salon, la pluie commença à tomber doucement, crépitant contre les vitres comme de discrètes larmes, et la lumière d'automne changea et se modifia. Dans ce moment de chagrin partagé, quelque chose changea entre Sébastien et Arabella. Une petite fissure apparaissant dans le mur de colère justifiée qu'elle avait construit autour de son cœur. Lady Georgiana se leva et se dirigea vers le décanteur sur le buffet pour verser du brandy, tendant un verre à Sébastien, avec une douceur inattendue. Puis elle retourna à son fauteuil et dit « Nous devons être pratiques à ce sujet. L'offre d'aide de M. Wentworth est généreuse, mais nous devons savoir qu'elle est sincère et durable, pas une impulsion momentanée née du choc et de la culpabilité. » Sébastien vida le brandy et posa le verre, ses mains plus fermes maintenant. « Je comprends votre prudence. Je vous ai donné toutes les raisons de douter de moi. Mais je vous jure à toutes les deux, sur la mémoire de mon père, que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer qu'Arabella soit reconnue comme la duchesse de Thornbury et son enfant comme l'héritier légitime. Je retirerai mes contestations juridiques, je parlerai à quiconque voudra bien m'écouter, je dépenserai tout le capital politique que j'ai pour restaurer ce que j'ai tenté de détruire. » Arabella l'étudia un long moment, sa main toujours posée sur son ventre, où une nouvelle vie s'agitait et bougeait, et finalement elle posa la question qui la hantait depuis le pavillon de chasse. « En échange de cette aide, que voulez-vous de moi ?» Sébastien la regarda droit dans les yeux et dit simplement « Aidez-moi à comprendre pourquoi mon père n'a jamais trouvé le moyen de me légitimer. Aidez-moi à le connaître mieux que je ne le connaissais de son vivant. Parlez-moi de ces derniers mois où il était heureux. Donnez-moi au moins cela, même si je ne mérite rien. » C'était une demande plus vulnérable que n'importe quelle exigence, un aveu de besoin plutôt qu'une affirmation de droit, et Arabella se surprit à hocher la tête avant même d'avoir consciemment décidé d'accepter, car elle avait 3 mois de souvenirs avec Edmund que personne d'autre ne possédait, des histoires, des conversations et des moments tranquilles que Sébastien s'était refusé par son propre orgueil obstiné, et peut-être que les partager était un petit prix à payer pour l'aide dont elle avait désespérément besoin pour assurer l'avenir de son enfant. L'alliance fut formée alors dans ce salon, sous la pluie d'automne et la lumière dorée déclinant vers le crépuscule. Un partenariat précaire entre la femme que Sébastien avait lésée et l'homme qui essayait de devenir meilleur qu'il ne l'avait été.
Et bien que la confiance fût encore fragile comme de la jeune glace, et que le pardon n'eût pas encore été prononcé, c'était un début, un premier petit pas vers quelque chose qu'aucun des deux ne pouvait encore nommer, mais dont tous deux avaient besoin, plus qu'ils ne l'auraient admis. Sébastien retourna à Londres avec la détermination farouche d'un homme essayant d'expier des péchés qui hantaient son sommeil et empoisonnaient ses heures de veille, et il entama une campagne calculée pour restaurer la réputation d'Arabella avec la même efficacité impitoyable qu'il avait autrefois appliquée à la gestion des domaines du nord de son père, rendant visite à toutes les familles influentes qu'il connaissait et utilisant son charme et le nom des Wentworth pour ouvrir des portes qui se seraient normalement fermées face au scandale. Il rendit visite à la duchesse de Marlborough dans son manoir de Grosvenor Square et présenta le certificat de mariage avec des mains fermes, expliquant qu'il s'était gravement trompé dans ses accusations au bal d'Ashford, que Lady Arabella Fairfax était en fait la légitime duchesse de Thornbury et qu'il avait laissé sa propre douleur l'aveugler à la vérité. La duchesse, une femme formidable qui régnait sur la société londonienne, avec une volonté de faire dans un gant de velours, écouta avec des yeux perspicaces et dit seulement « Vous me demandez de croire que vous vous êtes trompé sur quelque chose que vous avez proclamé si publiquement. Pourquoi devrais-je faire confiance à l'authenticité de ce revirement ?» Sébastien soutint son regard sans ciller et répondit « Parce que j'ai laissé ma propre douleur m'aveugler à la vérité. Lady Arabella Fairfax, la duchesse de Thornbury, est une femme au caractère irréprochable, et mon père a bien choisi dans sa dernière année. J'avais tort, et je passe chaque instant depuis cette prise de conscience à essayer de réparer mes torts. Il fit des visites similaires à travers Mayfair et Belgravia à des comtesses, des vicomtes et des matrones de la société dont les opinions façonnaient le jugement collectif du beau monde. Et à chaque conversation, il sentait plus lourdement le poids de son erreur, mais voyait aussi de petits changements de perception. Des portes s'ouvrant là où elles avaient été fermées, la curiosité remplaçant la condamnation. L'étape la plus cruciale fut lorsqu'il organisa une entrevue avec la London Gazette, s'asseyant dans leur bureau de Fleet Street et donnant une déclaration qu'il savait être lue dans tous les salons d'Angleterre. Je rétracte par la présente publiquement toutes les déclarations faites contre sa grâce la duchesse de Thornbury, dit-il au journaliste qui griffonnait ces mots avec une efficacité avide. J'ai agi sur la base de suppositions plutôt que de faits. J'ai laissé l'amertume l'emporter sur le jugement, et j'ai causé un tort grave à une femme innocente. L'histoire devrait se souvenir de la dernière année de mon père, non pas comme une période de déclin, mais comme une saison de joie inattendue, où il a trouvé l'amour et la compagnie qui ont apporté de la lumière à ces derniers mois. L'article parut 2 jours plus tard en première page, et la société londonienne bourdonna de chocs et de spéculations, car Sébastien Wentworth admettant qu'il avait tort était presque aussi scandaleux que son accusation initiale. Et soudain tout le monde voulait en savoir plus sur ce mariage secret, et sur la jeune femme qui avait capturé le cœur du duc mourant. Dans le Somerset, Arabella attendait avec une anxiété croissante, sa main se déplaçant constamment vers son ventre gonflé, où l'enfant d'Edmund donnait des coups de pied et se retournait avec une vigueur croissante, un rappel de ce qui était en jeu et du peu de temps qui restait avant que son état ne soit impossible à cacher. Elle recevait des lettres de Sébastien décrivant ses progrès, des mises à jour soigneusement formulées qui étaient professionnelles plutôt que personnelles, et elle les lisait plusieurs fois en cherchant un sens entre les lignes, tout en se disant que ce qu'il ressentait n'avait pas d'importance. Seul ce qu'il accomplissait comptait. Lady Georgiana s'asseyait avec elle le matin, toutes deux prenant le thé dans la salle du petit-déjeuner ensoleillé, tandis que l'automne s'approfondissait à l'extérieur et que les feuilles tombaient des arbres comme une neige dorée, et elle parlait de stratégie, de contingence et de ce qui se passerait si la campagne de Sébastien ne parvenait pas à faire changer l'opinion avant que la grossesse d'Arabella ne devienne visible. Puis vint la lettre de Lady Henrietta, qui fit trembler les mains d'Arabella d'une fureur si intense qu'elle froissa le papier dans son poing avant de le jeter au feu.
sa belle-mère avait écrite avec une précision venimeuse, suggérant que la retraite d'Arabella à la campagne était suspecte, que des rumeurs circulaient sur une grossesse, qu'un certificat de mariage opportunément produit seulement après la mort d'Edmund semblait conçu pour légitimer un enfant bâtard issu d'une liaison illicite, et elle se demandait à voix haute dans sa prose méchante ce qu'une enquête révélerait sur la véritable paternité de l'enfant. Elle cherche à détruire non seulement moi, mais un enfant innocente, dit Arabella, sa voix tremblante. Son propre petit-fils par alliance. Quelle sorte de femme s'en prend à un bébé à naître par pure méchanceté? Lady Georgiana prit le tisonnier et remua la lettre en train de brûler jusqu'à ce qu'elle ne soit plus que cendre. Nous ne la laisserons pas réussir, mais cela signifie que nous devons agir rapidement. La campagne sociale de Sébastien a fait changer l'opinion, mais le poison de votre belle-mère se répandra si nous ne le controns pas avec des preuves irréfutables. Un message fut envoyé à Londres par un cavalier express, et en 3 jours, M. Dashwood avait organisé ce qu'il appelait une audience formelle devant un panel de pairs qui pourrait statuer définitivement sur la légitimité du mariage. 2 ducs, dont le duc de Devonshire qui avait bien connu Edmund, un archevêque qui pourrait parler des questions spirituelles, et le Lord Chancelier lui-même qui garantirait que toute décision aurait tout le poids de la loi. Arabella se rendit à Londres avec Lady Georgiana, et elles séjournèrent à la demeure de Thornbury qui était légalement sienne, bien qu'elle n'y ait jamais mis les pieds, un grand établissement à Berkeley Square, avec des pièces qui sentaient encore légèrement le tabac d'Edmund et portaient les échos de l'homme qu'elle avait aimé et perdu. L'audience était prévue pour une fraîche matinée d'octobre, et Arabella s'habilla avec un soin méticuleux dans une robe de soie noire qu'elle et Georgiana avaient modifiée spécifiquement pour dissimuler sa grossesse, le corsage ample et le châle drapé juste comme il fallait pour cacher le gonflement de son ventre qui était maintenant indubitable pour quiconque regardait de près. Elle était enceinte de 6 mois, le bébé actif et fort, et elle pressa sa main contre son abdomen une dernière fois avant de quitter ses appartements et murmura une prière pour que cet enfant connaisse son droit d'aînesse. La chambre de Westminster où se déroulait l'audience était austère et intimidante, toute de lambris et de hauts plafonds, avec des portraits de prédécesseurs au visage sévère qui regardaient de haut, et l'odeur de vieux cuir et de cire d'abeille emplissait l'air assez épaisse pour être goûtée. Le panel de pairs siégeait sur une estrade surélevée, regardant de haut ceux qui venaient témoigner avec des expressions qui ne laissaient rien paraître, et Arabella se sentit petite sous le poids de leur examen minutieux, alors qu'elle prenait place à côté de M. Dashwood, et essayait de garder une respiration régulière. Sébastien arriva et prit sa propre place de l'autre côté de la chambre, et quand leurs regards se croisèrent un bref instant, elle vit de la détermination, et quelque chose d'autre qu'elle ne put tout à fait nommer. Quelque chose qui fit battre son cœur d'une manière qui n'avait rien à voir avec la nervosité de l'audience. La procédure commença avec un langage formel et des procédures légales. Puis Arabella fut appelée à témoigner, et elle se leva sur des jambes tremblantes et raconta son histoire d'une voix qui commença doucement, mais devint plus forte à mesure qu'elle parlait. Elle décrivit sa rencontre avec Edmund, leur amitié qui s'approfondit en affection puis en amour, sa demande en mariage et son acceptation, le mariage privé qu'ils avaient choisi de garder secret jusqu'après sa mort à sa demande pour épargner à sa famille le choc pendant sa dernière maladie. Elle présenta le certificat de mariage et les déclarations des témoins, et elle parla de la gentillesse et de l'esprit d'Edmund et de la joie qu'ils avaient partagée en 3 mois qui semblaient à la fois infiniment longs et déchirants, de brièveté. Le panel posa des questions, certaines douces et d'autres vives, sondant les incohérences ou les preuves de coercition, et Arabella répondit à chacune avec une honnêteté calme, tandis que sa main restait soigneusement pliée sur ses genoux pour résister à l'envie de toucher son ventre. Puis Sébastien fut appelé à témoigner,
et il se tint devant le panel, les épaules droites et la tête haute malgré la honte qui colorait sa voix lorsqu'il parlait. « J'ai commis une grave erreur, » dit-il, ses mots portant clairement à travers la chambre. « J'ai vu le bonheur de mon père et je l'ai interprété comme de la manipulation. J'ai été témoin de la gentillesse et je l'ai qualifié d'intrigue. J'ai laissé ma propre amertume concernant ma naissance empoisonner mon jugement. Et j'ai publiquement détruit la réputation d'une femme innocente sur la base de rien de plus que des suppositions et de la jalousie. » Il présenta les lettres d'Edmund, lisant à haute voix des passages qui décrivaient un amour sincère et une planification minutieuse, et sa voix resta ferme même lorsque l'émotion l'épaissit en lisant les mots de son père sur la découverte d'une joie inattendue dans ces derniers mois. « J'avais tort sur Lady Arabella, » conclut Sébastien. « Tort sur son caractère, ses motivations et tout ce dont je l'ai accusé. Et j'ai passé ces semaines à essayer de réparer les dommages que j'ai causés, bien que je sache que certaines blessures ne peuvent être entièrement guéries. » L'archevêque se leva pour témoigner ensuite, un homme âgé aux yeux bienveillants qui connaissait Edmund depuis 40 ans, et ses paroles portaient le poids de l'autorité spirituelle et de l'amitié personnelle combinée. « Edmund Wentworth est venu me voir 3 mois avant sa mort, » dit-il, sa voix douce mais claire, rayonnant d'un bonheur que je n'avais pas vu en lui depuis que sa première femme vivait. Il a dit « J'ai retrouvé l'amour, votre grâce, et je souhaite m'assurer qu'il soit béni et reconnu aux yeux de Dieu et des hommes. » Nous avons longuement parlé de son mariage avec Lady Arabella, et je peux témoigner sans réserve que ce n'était pas un caprice de lit de morte, mais un choix délibéré fait par un homme sain d'esprit et au cœur joyeux, qui voulait passer le temps qui lui restait avec quelqu'un qui lui apportait une joie sincère. Arabella sentit des larmes lui piquer les yeux, en entendant l'archevêque parler. Entendre le bonheur privé d'Edmund validé publiquement guérissait en elle quelque chose qu'elle n'avait pas réalisé être brisé. Et elle cligna rapidement des yeux pour empêcher les larmes de tomber, tandis que Lady Georgiana tendit la main pour lui serrer la sienne. Le panel se retira pour délibérer, et l'attente parut interminable, les minutes s'étirant comme des heures, tandis qu'Arabella était assise, le cœur battant à tout rompre, et son enfant donnant des coups de pied dans elle, comme s'il sentait l'importance de ce moment. Lorsque le panel revint, le Lord Chancelier se leva, et la chambre se toute, chaque personne présente retenant son souffle alors qu'il se préparait à parler. Ce panel conclut que le mariage entre Edmund Wentworth, duc de Thornbury, et Lady Arabella Fairfax était légal, légitime et contracté avec le plein consentement des 2 parties, annonça-t-il, sa voix portant le poids du jugement final. Lady Arabella est par la présente reconnue comme la duchesse de Thornbury, et sa descendance héritera en conséquence. Que nul homme ne remette en question son honneur ou sa position, et qu'il soit su que quiconque continuera à répandre des rumeurs malveillantes sur sa grâce devra répondre devant cette cour. Les mots déferlèrent sur Arabella comme une bénédiction, et elle ferma les yeux, une main se déplaçant inconsciemment vers son ventre où son enfant, l'héritier légitime de Thornbury, reposait, en sécurité, et reconnu enfin. Le soulagement l'inonda si intensément que la pièce se mit à tourner et elle dut s'agripper au bord de sa chaise pour ne pas s'évanouir. Lady Georgiana la stabilisa d'une main ferme et murmura « Tu l'as fait, mon enfant, tu as gagné ». Et Arabella ouvrit les yeux pour trouver Sébastien, qui la regardait de l'autre côté de la chambre, avec une expression de soulagement si profond et quelque chose de plus intense qu'elle ne put tout à fait lire. La chambre se vida lentement, tandis que les gens offraient leurs félicitations, et que M. Dashwood discutait des prochaines étapes pour enregistrer formellement son titre et organiser la reconnaissance du bébé comme héritier. Pendant tout ce temps, Arabella se déplaçait comme dans un rêve, épuisée par la tension relâchée et submergée par l'ampleur de ce qui venait de se passer. Le soir venu,
Elle s'était retirée dans le petit jardin derrière la demeure de Berkeley Square, ayant besoin d'air, de calme et d'un moment pour tout assimiler. Et elle se tenait près de la fontaine qui gargouillait doucement dans l'obscurité, tandis que les roses fleurissaient encore malgré le froid d'octobre, et que la pleine lune jetait une lumière argentée sur tout. Elle entendit des pas sur le sentier de gravier et se tourna pour trouver Sébastien, qui s'approchait lentement, avec hésitation, comme si elle pouvait disparaître s'il bougeait trop vite, et le clair de lune argentait ses cheveux sombres et modelait son visage en plans de lumière et d'ombre. « Je voulais vous présenter mes félicitations, » dit-il, s'arrêtant à une distance prudente. « Vous avez été magnifique aujourd'hui, forte, digne, et tout ce que mon père a vu en vous que j'étais trop aveugle pour reconnaître. »« Merci, » répondit Arabella, sa voix douce dans le calme du jardin, « pour tout ce que vous avez fait. Je sais que cela vous a coûté d'admettre votre erreur si publiquement, et je sais que m'aider signifie soutenir un frère ou une sœur qui héritera de ce que vous avez toujours voulu. Je ne prends pas ce sacrifice à la légère. » Sébastien secoua la tête. Ce n'était pas un sacrifice, c'était une obligation, le strict minimum de ce que je vous devais après le tort que j'ai causé. Mais il y a autre chose que je dois vous dire, et je vous demande seulement de m'écouter avant de me renvoyer. Arabella hocha la tête, son cœur commençant à battre plus vite pour des raisons qu'elle ne voulait pas examiner, et Sébastien prit une profonde inspiration comme pour se préparer au combat. « Je suis venu restaurer votre honneur par culpabilité et par devoir, » dit-il, sa voix basse et intense dans le jardin éclairé par la lune. « Mais je suis resté parce que, quelque part entre la lecture des mots de mon père, l'observation de votre courage et la grâce avec laquelle vous m'avez traité malgré tout ce que j'avais fait, j'ai perdu mon cœur entièrement. Je vous aime, Arabella, et je sais que je n'ai aucun droit à votre affection. Je vous ai détruite publiquement, j'ai douté de vous en priver, et je ne mérite rien de vous que le mépris que vous devez sûrement ressentir. Mais je devais vous le faire savoir. Quand je me suis battu pour vous, ce n'était pas l'obligation qui me guidait, c'était l'amour. » Arabella recula involontairement, sa main se portant à sa gorge où son pouls battait follement. « Sébastien, vous ne pouvez pas... » commença-t-elle mais ne put finir, car le choc de ses paroles lui avait volé la capacité de former des pensées cohérentes. « Je pense chaque mot ?» dit-il, ne se rapprochant pas bien que ses yeux la tinssent, avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Je ne m'attends pas à ce que vous partagiez mes sentiments, je ne vous demande rien. Je voulais simplement que vous connaissiez la vérité avant que nos chemins ne se séparent. Que quelque part, au cours de ces semaines impossibles, je suis tombé amoureux de vous et que vous me croyiez ou non, que vous puissiez jamais me pardonner ou non, cet amour est réel et il le restera longtemps après ce soir. » Le jardin était silencieux, à l'exception de la douce musique de la fontaine et des bruits lointains des voitures et des voix de Londres qui semblaient très loin, ne laissant qu'eux deux dans une poche de tranquillité sous la lune. Arabella se tenait là, la main pressée contre sa gorge. Son enfant bougeant en elle et son esprit chavirante, car elle ne s'était pas autorisée à voir ses actions comme autre chose qu'une restitution, ne s'était pas permis de se demander si les lettres prudentes et le plaidoyer infatigable pouvaient provenir de quelque chose de plus profond que la culpabilité. Et maintenant qu'il avait prononcé les mots à haute voix, elle ne savait que ressentir ou que dire, ni si la petite fleur de chaleur qui s'épanouissait dans sa poitrine était le début de quelque chose de dangereux, ou simplement les suites du soulagement et de la justification la rendant vulnérable à la gentillesse. Sébastien observait son visage avec une expression qui contenait à la fois l'espoir et la résignation, et comme elle ne parlait pas, il hocha une fois la tête comme pour se confirmer quelque chose. « Je vous laisse à votre tranquillité, » dit-il doucement, se tournant vers le sentier. « Mais sachez que quoi que vous ayez besoin, quoi que vous vouliez pour vous-même et votre enfant, vous n'avez qu'à demander, et je remuerai ciel et terre pour vous le fournir, non pas parce que j'espère gagner votre amour,
mais parce que vous méritez tout le bien que ce monde peut offrir, et je passerai le reste de ma vie à essayer de réparer le tort que je vous ai causé. » Il s'éloigna alors, ses pas crissant sur le gravier, et Arabella resta seule dans le jardin éclairé par la lune, des roses fleurissantes autour d'elle, l'odeur d'une pluie imminente dans l'air et sa main pressée contre son ventre où une nouvelle vie grandissait. Elle ne le rappela pas, car elle n'était pas prête, ne savait pas si elle le serait jamais. Mais elle ne ressentait pas non plus le mépris qu'il supposait qu'elle devait nourrir. Et cette absence de haine, ce petit endroit tendre dans son cœur qui s'était ouvert lorsqu'elle avait soigné ses blessures dans le pavillon de chasse et qui avait grandi en le regardant se battre pour sa rédemption, la terrifiait plus que toute autre chose dans ce long et étrange voyage de veuve à paria puis à duchesse justifiée, car cela suggérait que peut-être, incroyablement, contre toute raison et sagesse, son propre cœur risquait de suivre là où le sien était déjà allé. Arabella se retira dans le domaine de Thornbury dans le Kent après l'audience, ayant besoin de distance par rapport à l'examen minutieux de Londres et d'espace pour réfléchir à la confession de Sébastien qui avait bouleversé son monde soigneusement ordonné. Alors que sa voiture franchissait les portes et remontait la longue allée bordée de chênes centenaires, elle ressentit à la fois soulagement et appréhension, car ce magnifique manoir jacobéen de pierre dorée était légalement sien maintenant, le siège ducal où elle élèverait l'enfant d'Edmund, et pourtant il ressemblait à un musée d'une vie qu'elle avait à peine commencé à vivre avant que la mort ne réclame son mari. Le domaine était beau à la manière des grandes choses, tout en jardin à la française, plafonds imposants et pièces meublées avec des siècles de richesses accumulées, mais Lady Georgiana l'aida à faire des appartements ducaux un foyer, apportant des fleurs et des plaids doux et réarrangeant les meubles jusqu'à ce que les espaces paraissent chaleureux plutôt qu'intimidants. Arabella s'installa dans une routine de jour tranquille, se promenant dans les jardins lorsque le temps le permettait, lisant dans la bibliothèque entourée des livres d'Edmund et se préparant à la naissance qui se rapprochait chaque semaine alors que l'automne s'approfondissait vers l'hiver et que son ventre se gonflait de vie, qui donnait des coups de pied et se retournait avec une vigueur croissante. La première lettre de Sébastien arriva une semaine après son arrivée dans le Kent, livrée par un cavalier qui la lui remit avec une formalité soignée, et Arabella fixa le papier scellé un long moment avant de l'ouvrir, s'attendant à moitié à des déclarations, des supplications ou des exigences de réponse à sa confession d'amour. Au lieu de cela, elle trouva une correspondance réfléchie sur les domaines du Nord qu'il gérait encore, une question sur la manière dont elle avait décidé de traiter certains litiges de locataires qui nécessitaient l'autorité ducale, et une mention d'un livre sur la réforme agricole qu'il pensait pouvoir l'intéresser étant donné certains commentaires qu'elle avait faits lors de leur conversation dans le Somerset. La lettre était amicale, respectueuse, et ne faisait aucune mention de l'amour, des sentiments ou de cette confession dans le jardin éclairé par la lune, et Arabella la lut 3 fois en essayant de comprendre à quel jeu il jouait avant de réaliser que ce n'était pas un jeu du tout, mais simplement Sébastien offrant l'amitié et le soutien qu'il avait promis, sans insister pour obtenir quoi que ce soit de plus. Elle répondit au sujet des litiges de locataires, demanda son avis sur les questions de gestion du domaine qu'elle apprenait encore à maîtriser et mentionna qu'elle accueillerait avec plaisir la recommandation de livres. Ainsi commença une correspondance hebdomadaire, qui devint la chose qu'Arabella attendait le plus dans son existence de plus en plus isolée. Les lettres de Sébastien arrivaient comme sur des roulettes chaque jeudi, et elles n'étaient jamais ce à quoi elle s'attendait, remplies d'observations sur le monde qui la faisaient rire malgré elle, de discussions sur des livres, des idées, et la beauté particulière du paysage nordique en hiver, et toujours, quelque part tissée à travers les conversations pratiques sur les domaines et les locataires, il y avait une ligne ou deux qui révélaient quelque chose de lui-même qu'il n'avait jamais montré auparavant. « J'ai pensé à la rédemption ces derniers temps.
écrivit-il dans une lettre alors que le gel de novembre commençait à argenter les matins. Pas du genre grand et dramatique, mais du genre discret, construit dans les choix quotidiens d'être meilleur que la veille. J'essaie, Arabella, non pas pour gagner votre pardon car je n'ai aucun droit de le demander, mais parce que vous méritez un monde où les hommes ne détruisent pas ce qu'ils ne comprennent pas. Elle était assise dans la bibliothèque avec cette lettre entre les mains, une main posée sur son ventre, où le bébé donnait des coups de pied comme s'il répondait à son trouble émotionnel, et elle réalisa avec quelque chose qui ressemblait à de la panique que ses sentiments avaient changé sans sa permission, la haine cédant la place à la compréhension. Et la compréhension se transformant en quelque chose de dangereusement proche de l'amour. Lady Georgiana la trouva là un après-midi, tenant la dernière lettre de Sébastien avec un petit sourire aux lèvres, et sa tante haussa un sourcil de cette manière savante qu'elle avait. Il écrit sur les livres la gestion du domaine et les étoiles qu'il observe depuis ses fenêtres du nord, dit doucement Arabella. Pas une seule fois il ne parle d'amour ou ne me demande quoi que ce soit. Et pourtant, sa retenue parle plus fort que ne le ferait jamais des déclarations, acheva Lady Georgiana, s'installant dans le fauteuil en face de sa nièce. La question est de savoir ce que vous allez faire à ce sujet, mon enfant, car un homme qui vous aimerait moins, insisterait sur son avantage, exigerait une réponse. Mais Sébastien vous donne l'espace de ressentir ce que vous ressentez sans obligation ni pression. Et c'est soit l'œuvre d'un manipulateur de maître, soit celle d'un homme qui vous aime sincèrement assez pour vouloir votre bonheur plus que sa propre satisfaction. Arabella baissa les yeux sur son ventre gonflé, sur la vie qui arriverait bientôt et changerait tout, et murmura « Je ne sais pas si je peux faire confiance à cela. Lui faire confiance? Comment puis-je aimer quelqu'un qui m'a si profondément blessé? Comment savoir si c'est réel et pas seulement la culpabilité qui le rend gentil? » Vous ne le savez pas, dit doucement Georgiana. Vous choisissez de faire confiance ou vous choisissez de vous protéger. Les deux sont valables et aucun n'est faux. Mais je vais vous dire ceci. J'ai vu cet homme se transformer par la seule force de sa volonté. Je l'ai vu sacrifier fierté, position et l'héritage qu'il a toujours voulu pour s'assurer que votre enfant reçoive ce qui lui revient de droit. Et bien que le mal passé ne disparaisse pas simplement parce que quelqu'un change, le changement ne devient pas non plus dénué de sens parce que du mal a été fait. Le choix vous appartient, et à vous seul. Cette conversation hanta Arabella au cours des semaines suivantes, alors que sa grossesse atteignait son dernier stade, que son corps devenait lourd et inconfortable, et que les mouvements du bébé devenaient si forts qu'il lui coupait parfois le souffle. Elle se surprit à relire les lettres de Sébastien encore et encore, cherchant des preuves de manipulation ou d'un agenda caché et ne trouvant à la place qu'une gentillesse constante et la révélation progressive d'un homme essayant de devenir meilleur qu'il ne l'avait été. Le travail commença une froide nuit de novembre, alors que la pluie fouettait les fenêtres et que le vent hurlait autour des murs de pierre du manoir. Arabella se réveilla avec une douleur qui lui serrait le ventre comme un étau et une humidité entre ses jambes qui lui indiqua que le moment était venu. Lady Georgiana fut là en quelques minutes, convoquant la sage-femme et aidant Arabella à enfiler une chemise de nuit adaptée à l'accouchement, et alors qu'une autre contraction la saisissait, Arabella haleta des mots qu'elle n'avait pas prévus. « Envoyez chercher Sébastien !» dit-elle à travers ses dents serrées. « S'il vous plaît, j'ai besoin... » Et elle ne put finir, mais Georgiana comprit, haussa un sourcil, mais envoya un cavalier dans la tempête, sans poser de questions. Sébastien reçut le message dans son domaine du Nord, où il écrivait une autre lettre à Arabella à la lueur des bougies, choisissant chaque mot avec soin, essayant de lui montrer qui il était, sans l'armure de colère qu'il avait portée si longtemps. Quand il lut qu'elle était en travail et qu'elle le demandait, il ne s'arrêta pas pour se demander pourquoi ou ce que cela signifiait, mais appela simplement son cheval le plus rapide et chevaucha toute la nuit,
la pluie le trempant jusqu'aux os et la peur faisant battre son cœur, car elle était en avance. Le bébé arrivait trop tôt, et il ne pouvait supporter l'idée de les perdre l'un ou l'autre maintenant. Il arriva à Thornbury, alors que l'aube se levait, grise et froide, son cheval écumant et fumant, son propre visage tiré par l'épuisement et l'inquiétude. Un laquais prit son manteau trempé tandis que Lady Georgiana l'accueillit dans le hall d'entrée avec une expression qui ne laissait rien paraître. « Elle est en travail depuis minuit, » dit Georgiana. « Le bébé est petit, il arrive en avance et c'est difficile. Elle a demandé à vous voir spécifiquement, et je ne sais pas pourquoi, mais je vous suggère d'attendre dans la bibliothèque, et je vous enverrai des nouvelles dès qu'il y en aura. » Sébastien arpenta la bibliothèque comme un animal en cage, sursautant à chaque bruit venant des étages supérieurs, passant ses mains dans ses cheveux encore humides jusqu'à ce qu'il se dresse sur sa tête. Et il se surprit à prier un Dieu en lequel il n'était pas sûr de croire, offrant des marchés et des promesses si seulement Arabella et le bébé étaient en sécurité. Les heures s'écoulèrent avec une lenteur angoissante, le matin se transformant en après-midi, et Sébastien n'entendit rien d'autre que des pas occasionnels dans le couloir et une fois un cri qui aurait pu être de douleur, d'effort ou les deux, et qui lui glaça le sang. Il fixa les livres qui tapissaient les murs, la collection d'Edmund qu'Arabella chérissait maintenant, et il pensa à son père trouvant une joie inattendue dans ces derniers mois, et il pria pour qu'Arabella ait des années et des années pour trouver son propre bonheur avec ou sans lui, car elle méritait tout le bien que ce monde pouvait offrir. Quand la porte de la bibliothèque s'ouvrit enfin, Sébastien se retourna brusquement, le cœur dans la gorge, et la sage-femme se tenait là, les yeux fatigués et un petit sourire. « Un fils en bonne santé, votre grâce ?» dit-elle, utilisant le titre qui appartenait à l'enfant qui venait de naître, petit mais fort, et avec une bonne paire de poumons. Sa grâce la duchesse est épuisée, mais se porte bien et demande à vous voir. Sébastien s'effondra dans le fauteuil le plus proche, alors que le soulagement l'envahissait si intensément que ses jambes ne le soutenaient en plus, et il enfouit son visage dans ses mains et sentit des larmes chaudes couler entre ses doigts, des larmes de soulagement, de joie et d'une gratitude immense qu'ils aient tous deux survécu. Il suivit la sage-femme en haut des escaliers sur des jambes tremblantes, et elle le conduisit aux appartements ducaux où la lumière du feu vacillait, chaude et dorée. Là, sur le grand lit, Arabella reposait, appuyée contre des oreillers, ses cheveux humides et son visage pâle mais ses yeux brillants, et dans ses bras, elle tenait un petit paquet enveloppé de douces couvertures. Sébastien s'approcha lentement, avec révérence, et quand Arabella lui tendit le bébé, il prit le petit pois chaud avec une douceur infinie, ses grandes mains berçant son demi-frère comme si l'enfant était faite de verre filé. Le bébé avait les yeux d'Edmund, gris et vifs malgré sa nouveauté dans le monde, et une chevelure sombre. Sébastien sentit un amour protecteur déferler sur lui comme une vague, féroce, inconditionnelle et absolue. « Bonjour, petit frère, » murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion. « Tu ne douteras jamais de ta place en ce monde, je te le promets. Il a les yeux de notre père. Il ne le connaîtra jamais, mais je lui parlerai de lui. Je m'assurerai qu'il sache qu'Edmund était un homme bon qui a trouvé le bonheur à la fin. » Des larmes strièrent le visage de Sébastien, et il ne tenta pas de les cacher, se tenant simplement là, berçant le nouveau duc de Thornbury, tandis qu'Arabella l'observait depuis le lit, avec une expression qui contenait de l'épuisement, de la tendresse et quelque chose d'autre qui faisait briller ses propres yeux de larmes non versées. « Merci d'être venu, » dit-elle doucement, lui tendant la main. « Je sais que je n'avais aucun droit de le demander, mais j'avais besoin de vous ici. » Sébastien remit délicatement le bébé dans ses bras et prit sa main dans la sienne, la portant à ses lèvres dans un geste à la fois révérencieux et désespéré.
Vous avez tous les droits, dit-il d'une voix rauque. Sur tout ce que je peux donner, toujours. J'étais terrifié quand j'ai reçu votre message, terrifié de vous perdre tous les deux. Et j'ai réalisé que quelque part, au cours de ces semaines de lettres et d'attente, j'en étais venu à considérer cet enfant comme mien à protéger, bien qu'il soit mon frère. Et vous, vous êtes... Il s'arrêta, incapable de finir, car les mots étaient trop grands et trop bruts. « Je vous aime, » dit Arabella, les mots calmes mais certains dans la pièce éclairée par le feu. Je l'ai combattu, j'en avais peur, je me disais que c'était de la gratitude, du soulagement ou n'importe quoi d'autre que de l'amour. Mais en vous regardant avec mon fils tout à l'heure, en voyant la tendresse et la protection féroce et en sachant que vous lui donneriez tout ce que vous n'avez jamais eu, je ne peux plus le nier. Je vous aime, Sébastien, non pas malgré ce que vous avez fait, mais en pleine connaissance de cause, car vous aimez n'efface pas le mal, mais reconnaît qui vous êtes devenu. Sébastien s'agenouilla à côté du lit, tenant toujours sa main, et pleura ouvertement, de grands sanglots secouant tout son corps. Arabella tendit sa main libre pour toucher ses cheveux dans un geste de réconfort et d'acceptation. Et entre eux, le bébé faisait de petits bruits reniflants, inconscient du drame des adultes entourant ses premières heures de vie. L'histoire aurait pu se terminer là, dans ce moment de confession et d'acceptation, mais la vie continue comme elle le fait toujours, les semaines se transformant en mois, et le jeune Edmund Charles Wentworth passa d'un minuscule nourrisson fragile à un bébé en bonne santé et florissant qui souriait au visage et attrapait tout ce qui était à sa portée. Sébastien devint une présence constante à Thornbury, n'y vivant pas, mais y rendant souvent visite, et lentement, la maisonnée d'Arabella s'habitua à lui. On vint à le voir non pas comme l'homme qui avait détruit leur maîtresse, mais comme celui qui l'aidait à se reconstruire. Le baptême fut prévu pour une parfaite journée de mai, lorsque le printemps était pleinement arrivé, et que les jardins du domaine fleurissaient de jonquilles et de roses précoces. La chapelle privée était remplie de la famille, y compris Henry, qui avait surpris tout le monde en étant sincèrement heureux de la naissance de son neveu et en ne nourrissant aucun ressentiment pour la perte d'un héritage qu'il n'avait jamais attendu jusqu'à la mort d'Edmund. Arabella se tenait comme marraine, tandis que Sébastien se tenait comme parrain, et lorsque l'archevêque prononça les noms du bébé, Edmund Charles Wentworth, d'après son père et son demi-frère, les yeux de Sébastien rencontrèrent ceux d'Arabella à travers la chapelle, et tout ce qu'ils avaient survécu et étaient devenus était dans ce regard. Toute la douleur, la transformation et l'amour durement gagné qui les avaient amenés à ce moment. Après la cérémonie, alors que les invités déambulaient, buvant du champagne et s'extasiant devant le jeune duc, Arabella et Sébastien s'éclipsèrent dans le jardin où il avait confessé ses sentiments pour la première fois cette nuit d'octobre qui semblait une vie entière auparavant. Les roses fleurissaient maintenant dans la chaude soirée de mai et l'air sentait la croissance et la possibilité. Sébastien prit ses deux mains dans les siennes, puis s'agenouilla sur le même sentier de gravier où il s'était tenu au clair de lune et avait déversé son cœur. « J'ai pensé à la rédemption, » dit-il, faisant écho aux mots d'une vieille lettre, « et au pardon, et à ce que signifie aimer quelqu'un non pas malgré ses défauts, mais en pleine connaissance de ceux-ci. Je ne peux pas annuler ce que je vous ai fait, je ne peux pas effacer ces mois de douleur, mais je peux vous promettre que chaque jour pour le reste de ma vie, je travaillerai pour être digne du don extraordinaire de votre amour. Arabella, voulez-vous m'épouser, non pas par devoir ou pour le bien de votre fils, mais parce que nous nous choisissons librement. » « Oui, » dit Arabella sans hésitation. « Parce que vous n'êtes pas l'homme qui m'a détruite à ce bal. Vous êtes l'homme qui m'a reconstruite, qui s'est battu pour moi, qui m'a montré que la rédemption est réelle. Oui, Sébastien, 1000 fois oui. » Il lui glissa une bague au doigt, un saphir entouré de diamants qui captait la lumière du soir et projetait des feux bleus, puis il se leva
et l'embrassa convenablement pour la première fois, tendre, révérencieux et plein de promesses pour l'avenir qu'ils construiraient ensemble. Ils se marièrent 3 mois plus tard dans la même chapelle où Edmund Charles avait été baptisé. Une petite cérémonie avec seulement la famille présente, et lorsque Sébastien prononça ses vœux, sa voix était ferme et sûre. « Je jure d'honorer non seulement la femme que vous êtes, mais le chemin qui vous a fait. Je jure de chérir le fils que vous avez donné à mon père et d'être le père qu'il mérite. Je jure de vous aimer férocement, de vous protéger fidèlement et de vous rappeler chaque jour votre valeur incommensurable. » Les propres vœux d'Arabella correspondaient aux siens en honnêteté et en profondeur. Je jure de vous voir tel que vous êtes maintenant, et non tel que vous étiez. Je jure de construire un avenir qui honore le passé, sans en être emprisonné. Je jure de vous aimer avec des yeux clairs et un cœur ouvert, sachant que les fondations les plus solides sont souvent construites sur les ruines de ce qui a précédé. Lorsqu'ils sortirent de la chapelle en tant que mari et femme, le jeune Edmund attendait dans les bras de Lady Georgiana, tendant vers Sébastien des mains potelées et babillant des syllabes insensées qui auraient pu être une tentative de parole. Sébastien le prit avec l'aisance confiante de quelqu'un qui avait passé des mois à apprendre à être un père pour cet enfant, qui était à la fois son frère et son beau-fils. Tous les trois se tenaient sur les marches de la chapelle, la lumière du soleil printanier réchauffant leurs visages, des jonquilles fleurissantes tout autour et l'avenir s'étendant devant eux, brillant de possibilités. Et si le voyage jusqu'à ce moment avait été douloureux, difficile et marqué par le scandale et la souffrance, la destination rendait chaque épreuve valable. Arabella regarda son mari tenant son fils avec une telle tendresse, le domaine qui était maintenant leur maison commune, la famille qu'ils avaient créée sur les ruines de ce qui aurait pu n'être qu'une tragédie, et elle pensa à Edmund qui lui avait donné 3 mois de joie inattendue, et un enfant qui hériterait de son titre, et elle pensa à Sébastien qui l'avait détruite puis reconstruite, et, ce faisant, s'était reconstruit lui-même. Ce n'était pas la vie qu'elle avait imaginée lorsqu'elle avait épousé un duc mourant lors d'une cérémonie secrète, pas l'avenir dont elle avait rêvé pendant ces mois terrifiants où le scandale menaçait de la consumer, mais c'était réel, durement gagné et construit sur des fondations de pardon, de transformation et du genre d'amour qui choisit chaque jour d'être meilleur que la veille. Le bâtard du duc l'avait en effet ruinée à ce bal, ne sachant pas qu'elle portait l'héritier légitime de son père, et de cette collision catastrophique de douleur et de malentendus était né quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire, la rédemption, le partenariat, et un amour qui reconnaissait le passé sans en être détruit. Et alors que Sébastien déposait un baiser sur sa tempe et que le jeune Edmund attrapait sa cravate avec des doigts collants, Arabella sourit et pensa que parfois les meilleures fins sont celles que personne n'aurait pu écrire au début, celles qui émergent des décombres de ce qui était censé se produire et deviennent quelque chose de bien plus précieux pour avoir été si chèrement acheté.